Au cours du combat contre le trachome, certains agents sont décédés sur le terrain. D'autres parfois ont fait l'objet d'enlèvements par les groupes armés. Je leur témoigne ici la reconnaissance de l'État malien. À la mémoire de tous ceux qui nous ont quittés, je vous demande de prier et leur dire, comme nos soldats qui tombent sur le terrain, le peuple malien ne les oubliera jamais. Je suis convaincu, actuellement ou après, il y aura une place dédiée où tous les Maliens qui ont donné leur vie pour que notre peuple recouvre son honneur et sa dignité seront répertoriés un jour. Et leurs enfants, leurs petits-enfants seront fiers de venir dire qu'ici J, mon grand-père, mon arrière-grand-père, ma grand-mère, ma arrière-grand-mère, qui ont donné leur vie pour que je sois libre aujourd'hui. Soit en se battant, soit en soignant d'autres Maliens, il est tombé sur le champ de l'honneur. Je voudrais rappeler, pour ceux qui ne le savent pas, qu'en 1989, les uns des premiers qui sont tombés sur le champ de l'honneur, c'est des administrateurs civils. C'est un chef d'arrondissement. On l'a sauvagement égorgé. Égorgé son épouse qui était enceinte. Égorgé les soldats qui gardaient la prison. Égorgé les prisonniers. Avant d'attaquer les militaires à Menaka après. Bien entendu, je pense que des erreurs historiques d'appréciation ont amené certains Maliens à appeler celui qui était responsable de ça un démocrate en armes. C'est comme ça qu'on les appelait. C'était des terroristes. Parce qu'ils ne sont pas pris à des hommes armés. S'en prendre à une femme enceinte, un administrateur civil, c'est du terrorisme. Je reviendrai là-dessus. Mesdames et messieurs, cette victoire contre le trachome ne doit pas nous faire oublier les autres défis de santé populaire. Aussi, je lance un vibrant appel à nos partenaires afin de poursuivre l'appui pour la surveillance du trachome et de redoubler d'efforts afin de nous mettre à l'abri d'une éventuelle résurgence et étendre l'accompagnement aux autres maladies cessissantes que j'ai citées plus haut. Mesdames et messieurs, nous sommes un pays qui est en guerre actuelle. Je me suis retrouvé par un hasard de circonstances et la volonté du Malien, des Maliens, à côté du président de la transition aujourd'hui, pour nous donner la main afin que les Maliens recouvrent ce qu'on a appelé leur honneur et leur dignité. Souvent, je répète dans les débats, celui qui suit d'une émission à l'autre peut même avoir l'impression que c'est la répétition. Mais c'est nécessaire aujourd'hui. Parce que tout le monde ne regarde pas les mêmes émissions. Il est important de rappeler régulièrement à notre peuple dans quelle situation nous nous trouvons et quelles sont les solutions qui sont envisagées par la haute hiérarchie, la direction du pays. Je voudrais rappeler que parmi les exigences fondamentales qui ont abouti au changement, qui ne ressemble à aucun autre changement, il y en a un certain nombre. C'est important que je les cite pour que les Maliens les retiennent, parce que ça structure leur réflexion, ça structure leur vision sur la transition et sa fin. Comment le Mali doit se comporter, que doit devenir le Mali.
Au départ, les forces internationales sont venues chez nous. Elles ont fait 7 ans. Au bout de 7 ans, les objectifs qui ont été fixés par le président de la République française, François Hollande, en 2013, c'était 1. Détruire le terrorisme, ce sont ces termes. 3. Aider le Mali à recouvrir l'intégralité de son territoire, défendre l'autorité de l'État. 2 donc. Et 3. Appliquer les résolutions des Nations Unies. En 2013. En 2020, le terrorisme, vous savez ce qu'il en est devenu? De quelques pourcentages du territoire, il a pris 80% du territoire. L'autorité de l'État, ils ont participé à empêcher l'État d'assurer son autorité. Aujourd'hui, c'est documenté. Un exemple, lorsque par un malheureux hasard, le gouvernement a conduit à sa perte en 2014 avec l'assassinat de plusieurs hauts fonctionnaires. Vous savez que les militaires qui se sont réfugiés dans le camp de l'aménagement, ils ont été désarmés. Lorsque le calme est revenu et que l'armée malienne a voulu récupérer ses armes, c'est le commandant en chef de l'aménagement, un général français, qui a dit aux militaires: on ne peut pas vous donner ces armes. C'est un butin de guerre. Seule la CEMA peut vous autoriser à les prendre. Ça, c'est documenté. Ça veut dire quoi? Un État, la communauté internationale lui prend des armes, elle lui dit: ça appartient à la CEMA. Et donc les Maliens, ayant observé beaucoup de choses, l'armée malienne, avec ceux avec qui je travaille aujourd'hui, ayant constaté, ayant vu, ayant vécu dans sa chair et dans son âme toutes les trahisons, tous les coups bas, tous les doubles jeux qui se faisaient pour tromper les Maliens, pour étendre le terrorisme, en nous inoculant le virus de la défaite, en attendant le réveil brutal de la dislocation du pays. Ces hommes donc se sont joints au combat du peuple pour faire ceci. Le peuple a demandé le départ de l'ancien pouvoir politique, du président. Il est parti grâce à l'action de l'armée. J'ai moi-même félicité les militaires de n'avoir pas humilié notre ancien président. Parce que d'habitude, quand un président quitte, on cherche à se venger de lui, les gens sont contents. J'ai dit, ça ne sert à rien d'humilier un ancien président, surtout qui est malade. Dès lors qu'on lui a retiré le pouvoir politique, c'était la sanction suprême, politique historique. La deuxième chose que les Maliens ont demandé, c'est le renforcement de l'armée. Tout le monde parle aujourd'hui de la montée en puissance de l'armée. Jamais dans l'histoire, le Mali n'a été doté si fortement. Pourtant, c'est les mêmes militaires, c'est le même pays, c'est les mêmes terroristes renforcés par les sponsors que nous connaissons aujourd'hui, contre lesquels nous avons des éléments de preuve aujourd'hui. Donc, on avance, ça veut dire que notre armée monte en puissance. En 2-3 ans, nous avons fait en une année, dirais-je, le pays a été armé plus que les 30 dernières années réunies. Parce que nous savions très bien
aussi longtemps qu'on n'aura pas inversé le rapport des forces militaires sur le terrain, les palabres, les discussions ne donneront jamais les résultats escomptés. C'était très clair dans l'esprit de ceux qui gouvernent le Mali. Dès la rectification, l'inversement des rapports de force sur le terrain est devenu la priorité numéro 1 du gouvernement. Et je voudrais saluer les Maliens qui ont accepté tous les sacrifices, qui ont fait face à tous les acharnements qu'on peut imaginer. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui encore, dans tous les organismes de financement, il y a les représentants d'un pays qui s'opposent systématiquement, qui pose son veto pour que le moindre copec soit donné au Mali. Mais les Maliens ont tenu, je voudrais les féliciter. La troisième demande des Maliens, c'est important que je vous le dise, c'est la lutte contre la corruption et l'impunité. Imaginez que des Maliens meurent, on les enterre dans des fosses communes. Au même moment, l'argent est sorti du trésor pour acheter les moyens aériens. Notre pays est vaste. Sans la suprématie dans les airs, il était impossible de nous défendre. Je vous donne un cas en Délimane, un camp financé par l'aménagement, construit par Barkhane. Imaginez-vous que les ingénieurs ont oublié de faire un forage, oublié entre guillemets, sachant bien que l'eau, c'est le premier besoin de l'homme, et surtout dans le désert. Donc, les Maliens sont obligés de sortir, aller chercher de l'eau dans les hameaux. Les terroristes scrutent leur chemin. Un jour, ils tombent sur un puits, on tue tous les militaires, on prend les véhicules, on prend leurs tenues, on met des bonbonnes de gaz à la place des fûts d'eau, ils vont rentrer dans le camp. Ils détruisent ce qui peut être détruit. Ils font 7 heures de guerre. L'armée n'a pas pu être secourue. Pourquoi? Parce que le Mali n'a pas de moyens aériens. Parce que ceux qui les ont dit qu'ils ne sont pas venus pour faire la guerre. Donc on a tué tous les militaires. Après on les met dans les fosses communes et on continue jusqu'au prochain drame. Imaginez-vous que les fonds destinés à ça, des Maliens les ont pris, ont fait sortir du trésor, les ont utilisés à faire autre chose, prolongeant les souffrances des Maliens et la vassalisation de notre pays. Sur 6 hélicoptères neufs, on a détenu l'argent des 4. On amène 2. Le président vient dire que c'est fini, on va gagner la bataille. Ces équipements ne marchent que 2 mois, ils sont gâtés. C'est des vieux hélicoptères qu'on a repeints pour nous revendre à neuf. Et c'est des Maliens qui ont fait ça. Heureusement, aujourd'hui, ces hélicoptères ont été réparés par nos partenaires stratégiques et ils sont en train de se battre sur le terrain. C'est un exemple, je peux vous en citer beaucoup. Donc les Maliens ont dit la lutte contre la corruption et la délinquance financière, les disparitions forcées des journalistes et d'hommes qui ne sont pas d'accord. La troisième exigence des Maliens, c'est de faire des réformes politiques et institutionnelles. La même CEDEAO qui nous sanctionne aujourd'hui avait édicté en 2018 un document pour dire que le gouvernement ne doit plus faire d'élections sans faire des réformes politiques et institutionnelles. Elles n'ont jamais été faites, les dites réformes. Donc le peuple a demandé de les faire. Nous avons donc tenu les assises nationales de la refondation. Nous avons renouvelé la Constitution dont l'acte de naissance a été signé le 28 juin 2023 par le président de la transition. Donc, les assises et les réformes politiques institutionnelles. Les Maliens se rappellent
que toute la crise politique est partie de la contestation des élections. Ils ont donc dit qu'il faut mettre en place un organe indépendant pour minimiser les risques de contestation des élections. Parce que quand le gouvernement organise, les citoyens, les opposants sont libres de contester. C'est dans ce cheminement qu'il a été mis en place l'Agence indépendante de gestion des élections. Les Maliens ont dit qu'ils en ont assez. On a signé l'accord pour la paix et la réconciliation depuis 2015. On nous a dit que la paix va revenir dans 2 ans. En 2020, ça faisait 5 ans. La maladie gangrène le pays. C'est comme quelqu'un qui a mal à l'oreille. On lui donne un médicament pour lui dire qu'on le soigne en 2 semaines. Au bout de 10 semaines, la maladie a gangréné les 80% du corps. Qu'est-ce que le malade fait? Ou bien il attend la mort, il prend son courage à 2 mains, il change de médecin, ou il change d'analyse, ou il change de prescription, ou il change de posologie, ou il change tout. Les Maliens ont décidé de changer tout et de prendre leur sort en main. Ensuite, donc, on a dit l'application intelligente, c'est ce qu'on a ajouté. Et personne n'a vu des défilés d'armes lourdes avec des ambassadeurs étrangers qui viennent défiler à Kidal cette année. Ça, c'est intelligent. C'est ce que le gouvernement de transition a fait. On a vu quelques enfants qui sont sortis avec les drapeaux, mais on n'a pas eu de défilés d'armes lourdes. Pourtant, nous n'avons pas tiré un coup de feu. Et ceux qui sont venus tuer des Maliens, sponsoriser les terroristes, ont fait 9 ans. Le gouvernement les a renvoyés intelligemment sans tirer un coup de fusil. Ils sont tous partis. Ça, c'est l'accord pour la paix et la réconciliation. Et enfin, les Maliens ont demandé un accord global avec les syndicats. Je vous rappelle ces 8 choses pour que les Maliens comprennent à quoi on travaille aujourd'hui. C'est ça le programme d'action du gouvernement. Toute autre considération n'est pas notre objectif aujourd'hui. Ça peut amener à des luttes de clans, ça peut amener à des considérations de tout genre, mais c'est pas l'objectif des Maliens, c'est les 3 conditions. L'accord, nous avons dit, doit respecter 4 critères qui sont immuables. L'intégrité territoriale du Mali. Nous ne laisserons un pouce du territoire malien appartenir à un autre État. Deuxième chose, la souveraineté du Mali sur l'ensemble de son territoire. Troisième chose, il faut que l'autorité de l'État s'exerce partout sur le territoire national. Et enfin, il faut qu'on respecte la forme républicaine et laïque de l'État. Nous avons dit qu'en dehors de ces 4 exigences majeures, tout le reste peut se discuter entre nous Maliens. Et rien ne vaut un accord de paix. Et ça fait combien d'années on est en train de courir derrière ça? Tous les jours, c'est les balades de réunion à réunion, c'est des indemnités qui dépassent le salaire du président, qui sont données à des personnes pour les amener à la paix. Les gens refusent. Donc, on a compris que la prolongation de la crise est une source de revenus pour une certaine classe. Et nous avons décidé d'y mettre fin. Personne ne prendra l'argent du Mali pour aller lui faire la guerre. Je vais signer personnellement ce décret-là, je l'ai déjà signé. Personne n'aura ce argent. On ne peut pas engraisser quelqu'un qui cherche à vous tuer tous les jours. Ça ne peut pas continuer. Des gens viennent se cacher dans les institutions et ils financent le terrorisme. Nous les connaissons tous. Seulement, on veut discuter. Mais lorsque des groupes armés tombent sur notre population et les tuent, nous avons demandé le départ des forces internationales. Il y en a qui ont dit qu'on va le regretter.
Notre armée a dit qu'on ne le regrettera pas parce qu'il a le soutien du Mali. Les hommes de troupes qui sont sur le terrain aujourd'hui sont en train de se sacrifier. Elles sont dans le désert, à des milliers de kilomètres de leur famille, de leurs enfants, de leurs pères, de leurs mères. Il faut les soutenir et leur faire des bénédictions. Tous les combats qu'il y a dans les grandes villes ne valent pas la peine aujourd'hui. Nos prières, nos soutiens doivent aller aux hommes de troupes, aux forces armées de sécurité, aux chefs militaires qui sont en train de nous restituer notre dignité. Tout le reste, ce n'est que palabres inutiles. Lorsqu'on a tué des centaines de Maliens à Tombouctou, à Bamba, à Gao, à Rarousse, qui a entendu la communauté internationale condamner? Personne. Qui a entendu les organisations de droits de l'homme nous dire que les droits ont été violés? Personne. Les Maliens doivent donc comprendre. Notre destin, c'est dans nos mains. Levez-vous et soutenez votre armée. Dans l'histoire de l'humanité, aucun peuple n'a recouvré sa dignité sans sacrifier quelque chose. La paix n'a pas de prix, mais elle a un coût. Ce coût-là, le peuple malien va le payer. C'est un coût humain, un coût matériel, un coût financier. Nous allons recouvrer notre dignité. Toutes les bases occupées par les forces internationales, nous allons les occuper. Il reste Anefis, Agalok et Kidal. On va les occuper, Inch'Allah. Venir tuer des Maliens au centre du Mali pour qu'on oublie le Nord, ça c'est de la divagation. Nous n'allons pas céder. Ce que je vous demande, laissez tout actuellement et soutenez notre armée. Lorsqu'on a un pays entier qui nous appartient, tous les débats peuvent se faire. Mais aujourd'hui, pensez à ces hommes qui sont dans la poussière, dans le soleil, dans le vent. Certains ne mangent même pas, loin de leur famille. C'est eux que nous devons soutenir. Parce que c'est dans ça qu'on va recouvrir notre dignité et notre Horoya, comme on dit en Bambara. C'est pour cela que je vous demande de rejeter ces arguments fallacieux qui viennent nous dire il faut la paix. Qui a refusé la paix? Nous avons demandé la paix, mais quand ils viennent nous tuer, on ne peut pas s'asseoir. Quand des gens viennent dans les médias, le gouvernement doit aller vers la paix. Le gouvernement n'a jamais refusé la paix. Et aujourd'hui encore nos mains sont tendues. Mais on ne va pas nous donner encore un spectacle pendant 30 ans à un petit groupe de terroristes qui viennent nous dire que c'est pour développer le Nord. Mais l'ANICT, c'est la banque de développement de toutes les communes. C'est dirigé par les ressortissants du Nord pendant plus d'une décennie. L'agent de développement du Nord, c'est un ressortissant du Nord qui le dirige. En 2006, sous feu Amadou Toumani Touré, on a organisé un forum sur le développement de Kidal. 500 milliards ont été collectionnés. Mais on n'a pas pu investir. Tout ce que vous investissez, il y a des terroristes qui viennent casser. Ils volent les véhicules, ils brûlent les maisons. Mais on ne peut pas développer. Vous amenez des gens pour faire les routes, ils les tuent. Ce sont ces mêmes personnes qui sont reçues à Bamako avec des valises d'argent. C'est la corruption, c'est terminé. L'argent qu'on met dans la corruption, que c'est terminé, nous allons l'utiliser pour acheter des armes et libérer les populations du Nord. Donc c'est à quoi je voulais vous appeler. Avant de terminer, il faut tout faire pour éviter les amalgames. Il faut tout faire pour éviter les amalgames. Et pour vous donner un exemple le plus convaincant, en 2015 ou en 2012, lorsque les terroristes ont assassiné les vaillants soldats maliens à Guelop, mais ceux qui sont de peau blanche, les Touaregs, les Arabes, ils les ont égorgés. Ils les ont éventrés. Ça veut dire que sinon, quelqu'un qui est mort, comme le disent certains Africains, cabri mort là, il n'a pas peur de frigo ni du soleil.
mais on déchire les ventres des Touaregs et des Arabes, on coupe leurs têtes pour impressionner, terroriser les Maliens. Et leur dire, vous ne devez pas être attachés à l'État malien. Donc aujourd'hui, nous avons le devoir de protéger nos frères qui ont la peau blanche. Si vous voyez quelqu'un qui veut faire l'amalgame, c'est lui l'ennemi du Mali. Mais nous ne sommes pas naïfs. Personne ne va nous utiliser dans des beaux discours. La nuit, il est avec les terroristes, le jour, il est avec nous autour de la table de thé. Ça, c'est terminé. Parce qu'il y en a qui vivent de ça. Vous savez qu'en septembre 2017, le commandant en chef de Barkhane l'a dit dans une conférence de presse ici. Il dit que les groupes armés, il y en a qui sont la nuit avec les terroristes et le jour ils sont avec le gouvernement. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Rien. Mais nous allons les cogner. Si tu es avec les terroristes la nuit, tu viens chez nous le jour, on te casse la tête. Mais il faut éviter les amalgames. La deuxième chose, il faut soutenir sans limite, sans condition, de façon forte, nos forces armées et de sécurité. Les hommes de troupes qui sont sur le terrain, les officiers qui commandent, ils ont besoin de sentir que le peuple vibre à leur diapason, qui ne vont pas mourir pour rien. Celui qui meurt pour le pays, comme on dit en Bamana, Amadou Faou, il a donné sa vie pour une cause juste. Et on se rappellera de lui. Et enfin, faire des bénédictions pour le gouvernement. Que partout, deux choses dominent l'action gouvernementale. La détermination sans faille pour libérer le Mali et la sagesse pour reconnaître là où on a fait des erreurs. Si on a ces deux armes en main, rien ne va nous arrêter, sauf Dieu et le peuple. Et Dieu et le peuple sont avec le gouvernement de transition. C'est pourquoi j'ai l'habitude de dire que tous ceux qui se mettront contre la transition, Allah te sera douma. Hakato bala sali ala mama. Ensemble.